effectivement, les accords d'avril 1904 d'entente cordiale ne constituent pas la première entente cordiale. C'est la troisième. La première entente cordiale, elle est dans les années 40 du 19e siècle, sous Louis-Philippe et déjà Victoria. Et c'est Louis-Philippe qui est le premier, en décembre 1843, prononce le terme de cordiale entente. Et un an plus tard, il refera un autre discours où il inversera les mots et il dira entente cordiale. Et c'est de là que naît l'expression entente cordiale. Et une deuxième entente cordiale, toujours sous Victoria, qui a un long règne, et sous Napoléon III, du côté français. Les deux pays sont en guerre alliés, ils sont alliés dans une guerre, la guerre de Crimée, contre la Russie, contre la menace russe. Les deux pays pensant que la Russie, par sa puissance, son hégémonie sur le sud-est européen, risque de mettre fin à l'équilibre des puissances, à laquelle la Grande-Bretagne est attachée, mais finalement la France aussi. Ils font la guerre ensemble. Victoria vient même à Paris, en 1855, on est en pleine guerre. Elle profite d'ailleurs de l'exposition universelle qui a lieu à Paris. Et là, fait extraordinaire, elle demande à Napoléon III, j'ai envie d'aller aux Invalides. Je veux voir la tombe de votre oncle, Napoléon Ier. Napoléon III, évidemment, accepte. Ils y vont le soir. C'est un peu la nuit. Elle vient avec son fils, le prince de Galles, et elle demande au prince de Galles de s'agenouiller, de s'incliner devant la tombe du grand homme. Et moi, j'ai tendance à dire que la reine Victoria a inventé un truc fantastique. Bien avant Mitterrand et Kohl, à Verdun, se tenant la main dans la main, elle a inventé cette chose fantastique qui consiste à rendre un lieu de mémoire négative, la tombe de l'ennemi, elle en fait un lieu positif de mémoire, symbole de la réconciliation. Et d'ailleurs, dans ses lettres, elle parle, elle dit c'est fantastique, dire que mon grand-père avait comme grand ennemi Napoléon Ier, et moi je suis là avec son neveu, mon grand ami Napoléon III, devant la tombe, etc. Donc voilà, il y a une deuxième entente cordiale. Je crois qu'on pourrait dire que le 19e siècle est un siècle béni peut-être pour les relations franco-britanniques. Si on remonte dans l'histoire, il y a la guerre de 100 ans. Si on remonte dans l'histoire, il y a plein de guerres entre la France et l'Angleterre. La guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, mine de rien, les Anglais la perdent finalement, puisque la France ne devient pas anglaise. Mais c'est un tournant fondamental dans la diplomatie britannique, anglaise puis plus tard britannique, c'est-à-dire nous, Anglais, puis Britanniques, nous n'avons plus aucune ambition territoriale sur le continent. On a essayé, ça n'a pas marché, basta. Arrive ce qu'on appelle la seconde guerre de 100 ans, c'est-à-dire entre la fin du règne de Louis XIV jusqu'à Waterloo, la défaite de Napoléon, et la Grande-Bretagne ayant tous cette même politique contre le pays qui sur le continent essaye de devenir hégémonique, la France de Louis XIV, la France de Napoléon. Cette fois, c'est la France qui perd la guerre. Mais qu'est-ce qui se passe là aussi? C'est un grand tournant. Depuis 1815, depuis le 18 juin 1815, la France ne prétend plus vouloir de conquête sur le continent. Donc ça a l'air de rien, mais c'est deux tournants majeurs. Il n'y a plus de casus belli entre ces deux pays, du moins concernant le continent. Il n'y a plus de grain à moudre pour une guerre entre les deux pays, sauf à la rigueur outre-mer. C'est ce qui a failli, justement, alors j'en reviens à 1904, quelques années plus tôt, il y a eu cette grande crise de Fashoda, c'est-à-dire les deux pays se disputant l'Est africain, la France s'incline, et, parce que le rapport de force est défavorable, et je dirais depuis Fashoda, si je mets la France de Vichy mise à part, il n'y a plus de grande crise franco-britannique. Il y a des rivalités, il y a des chamailleries, il y a des tensions, mais il n'y a plus de casus belli, etc. Donc il y a tout ce qui nourrit cette entente cordiale, et la troisième entente cordiale de 1904, bon, ben, ce sera la bonne, ce sera la définitive. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et dans une certaine mesure, le Guardian, qui reprend l'article du Manchester Guardian de l'époque, de 1904, est assez nuancé. Il dit d'une part que l'entente cordiale
ne rencontre pas un sentiment populaire profond dans les deux pays, mais il ajoute qu'il y a le début d'une réaction intellectuelle visant à comprendre que cette entente cordiale peut avoir des perspectives dans l'avenir. Donc vous voyez, c'est assez nuancé. Alors effectivement, quand on regarde la presse de l'époque, il n'y a pas de sondage, hein, malheureusement à l'époque, quand on regarde la presse de l'époque, en gros, des deux côtés, ces accords d'avril 1904 sont bien accueillis. Hein. Ils sont bien accueillis. Alors il y a le Morning Post peut-être, et peut-être le plus, qui est assez nationaliste, et peut-être le plus critique. Dans les autres, c'est bien accueilli, avec parfois des interrogations, des critiques. Hein, par exemple, les Britanniques, certains disent, bon, c'est très bien, les Français nous concèdent l'Égypte, ils veulent bien qu'on reste en Égypte, ils ne contestent plus ça, et nous allons soutenir leur action au Maroc. Mais est-ce que c'est pas un peu osé? Est-ce que ça ne va pas nous engager dans des complications internationales avec l'Allemagne? Donc il y a un peu cette critique. Du côté français, on a les deux réactions. C'est-à-dire, d'un côté, ceux qui disent finalement, on a concédé aux Anglais quelque chose de concret, l'Égypte, et en compensation, on a de leur part un soutien pour ce qui est virtuel, le Maroc, où on n'est pas encore. Hein. Et d'autres disent, mais non, au contraire, nous avons cédé l'Égypte, qui était de toute façon perdue. Hein, l'Égypte est britannique depuis 1878. Bien que de Lesseps ait créé le canal de Suez, l'Égypte n'est plus française depuis 1978, c'est britannique, on ne va pas faire la guerre. Donc on a concédé quelque chose qui était de toute façon perdu pour un avenir qui est peut-être plutôt sympa pour nous, à savoir que le Maroc, grâce à l'appui britannique, pourra devenir français. Donc vous voyez, il y a ces questions-là, mais en gros, tout ça sont des questions dans une ambiance générale qui dit, mais finalement, c'est bien. Et ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est qu'il y a un exemple avant 1904, c'est la visite d'Édouard VII en mai 1903 à Paris. Et je crois que elle est très significative. Fashoda, c'est 5 ans avant. En 1999, commence la guerre des bourgs, qui dure jusqu'en 1902. Dans la lancée de l'esprit de Fashoda, la majorité de l'opinion française, elle est anti-anglaise, anti-britannique. Vive les bourgs! Et justement, la guerre des bourgs est finie quand Édouard VII vient à Paris, et les premiers cris pour l'accueillir, c'est « Vive les bourgs! Vive Marchand !» Le capitaine Marchand qui a dû céder la place à Kitchener. Et Édouard VII, tranquillement, il fait quelques mots, quelques petits discours, quelques allocutions sur le fait que la France est belle, que l'esprit français est formidable, etc. etc. Et il connaît Paris, hein, il connaît très bien Paris, hein, il connaît bien Montmartre, le Moulin Rouge, mais pas seulement. Et tout d'un coup, il se rend sympathique. Et en quelques jours, les cris ont complètement changé, c'est « Vive le roi !» Vive l'Angleterre. Et là, il y a vraiment... Et là, les diplomates ont bien joué, hein, en essayant de pousser à cette visite d'État. Loubet vient ensuite, en juillet, quelques mois après, à Londres, où il est très bien accueilli. Il y a déjà une ambiance entente cordiale. Et c'est là le paradoxe, parce que cette entente cordiale, elle existe avant les accords, et eux, les accords ne parlent pas du tout d'entente cordiale. Donc vous avez d'un côté, comment dirais-je, une certaine émotion populaire en faveur de l'entente cordiale, et de l'autre côté, des accords de 1804 très froids, qui sont uniquement des accords coloniaux pour régler les différents coloniaux entre deux pays. Et c'est peut-être dans les années suivantes que l'esprit de l'entente cordiale va l'emporter sur la lettre des accords, et ça ira, les relations franco-britanniques iront beaucoup plus loin que les accords de 1904 dans les années suivantes. D'abord, les relations entre les États, je crois que l'entente cordiale, ou du moins les accords d'avril 1904, deviennent diplomatiquement une vraie entente cordiale un an plus tard, en 1905. Lorsque le Kaiser, Guillaume II, va à Tanger, au Maroc justement, fait un discours un peu menaçant, hein, pour dire qu'il n'y a aucune raison que le Maroc devienne français, etc. etc. Et là, le soutien britannique est très fort, presque plus que les attentes. Voilà. Voilà. Et toutes les années qui suivent, il y a l'exposition franco-britannique de 1908 à Londres, il y a un énorme succès. Il y a les accords militaires
entre Français et Britanniques, dans l'éventualité d'une guerre, puisque l'entente cordiale de 1950 n'est pas une alliance, mais on fait comme si, au cas où il y aurait une guerre, donc les relations vont beaucoup plus loin que prévu par rapport à 1904. Mais ce n'est pas une alliance. La preuve, c'est qu'en 1914, pendant la crise qui suit l'attentat de Sarajevo, il y a une montée vers les extrêmes, il y a des déclarations de guerre, et le Royaume-Uni dit aux Français et aux Russes, parce qu'en 1907 il y a une entente aussi avec les Russes, on n'a pas signé d'alliance, non, on ne va pas aller en guerre. Et là, c'est l'erreur de Guillaume II qui envoie les armées à travers la Belgique, qui viole la neutralité belge à laquelle l'Angleterre est attachée, c'est ça qui détermine la Grande-Bretagne à entrer en guerre le 4 août. Donc vous voyez, c'était pas automatique. À partir de là, c'est vrai que la fraternité d'armes de 14-18 a rapproché les deux pays. Et là, pas seulement au niveau diplomatique, mais les soldats, les sociétés, etc. etc. Alors, au XXe siècle, qu'est-ce qu'on peut dire? Des choses complexes, malheureusement, et très contradictoires. La francophobie en Grande-Bretagne et l'anglophobie en France, ça, c'est une constante. Ça reste, ça existe. Mais c'est pas forcément majoritaire. C'est même plutôt minoritaire, mais ça existe. Et c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que souvent, on ne comprend pas ce que c'est que l'anglophilie, on ne comprend pas ce que c'est que l'anglophobie ou francophobie. On croit que l'anglophobie, c'est être contre les Anglais. Oui, bien sûr, c'est être contre les Anglais, c'est avoir une image négative des Anglais. Mais on ne comprend pas, et là les sociologues nous apprennent beaucoup, sur l'ambivalence des sentiments. C'est quoi un anglophobe? C'est quelqu'un chez qui les images négatives de l'Angleterre l'emportent sur les images positives. Ce quelqu'un, tout individu, il puise dans l'imaginaire national, ou dans la mémoire nationale, Jeanne d'Arc, Napoléon, etc., il puise des sentiments que tous les Français partagent. Et après, il en fait sa chimie individuelle. L'anglophile, c'est quelqu'un pour qui les images positives de l'anglais l'emportent sur les images négatives, mais les images négatives ne sont pas loin. Donc vous voyez, c'est pour cette raison que c'est deux notions très mais dans la majorité, il y a cette ambivalence qui fait que il y a cette prise de conscience que l'Angleterre, c'est important. C'est important pour notre sécurité. On les aime pas forcément, on n'aime pas tout, mais on les admire pas mal. On a des valeurs communes, et ça, c'est une des constantes. Et je terminerai là-dessus. Je dirais que si vous prenez toutes les relations bilatérales franco-machin, les relations franco-britanniques sont les plus compliquées, mais les plus intenses aussi, au niveau social. Quand vous pensez à une chose, une des conséquences de l'entente cordiale, c'est quand même un phénomène fondamental, qu'on a oublié, c'est 1910. En 1882 est fondé le Home Nations Championship, en rugby, le tournoi des 4 nations. Et en 1910, la France entre dans le tournoi, devient le tournoi des 5 nations. Il existe toujours. Maintenant, il y a 6, parce que l'Italie est entrée depuis l'an 2000. Vous n'avez aucun équivalent. Aucun équivalent. Les échanges scolaires, etc. Bon, Grande-Bretagne et Espagne se rivalisent, mais la Grande-Bretagne tient encore le coup pour les échanges de Français allant, etc., etc. Je veux dire, on a des relations sociales bien plus intenses que les relations franco-allemandes, alors même que l'Allemagne est le partenaire principal politiquement et diplomatiquement. Mais les relations sociales sont moins. Donc ça, c'est une continuité qui fait que de toute façon, quelle que soit l'ambivalence des sentiments, ce sont des sentiments forts. Un fait très peu connu, 39-40, c'est la drôle de guerre, c'est à nouveau une alliance militaire entre les deux pays, comme en 14. Cette alliance va encore plus loin que celle de 14, sur le plan militaire, etc. Et, fait original, c'est dit dans les textes, début 40, on est encore en drôle de guerre, après la guerre, après la victoire, la France et le Royaume-Uni construiront ensemble l'Europe. Incroyable. Parce que les idées européennes, elles datent depuis les années 20, etc. Donc on fera ça ensemble. Parce que c'était le meilleur gage de la paix future. Entre-temps, la France est battue. Le régime de Vichy, Pétain, dit-leur qu'il n'y a plus question de tout ça. Certes, De Gaulle est à Londres, mais bon, De Gaulle et Churchill ont autre chose à faire que de parler de la future Europe.
il y a la guerre. Se termine la guerre, et bien ces idées de la drôle de guerre reviennent. Et en 1945, on a plein de textes où il est dit que la France et le Royaume-Uni vont construire l'Europe ensemble. Et il y a un vrai couple franco-britannique entre 1945 et 1949. À mon avis, il y a des sujets, il y a des domaines dans lesquels l'entente cordiale est condamnée à durer. C'est les questions de sécurité et de défense et d'armement. Alors, une fois passés les agacements, les irritations et les dépits amoureux du Brexit, c'est dans ces domaines que les choses vont se faire. Je veux dire, ce qui s'est passé à Saint-Malo en 1998 entre Tony Blair d'un côté, Chirac et Jospin de l'autre, les traités de Lancaster de 2011, bon, ils sont là. Et voilà, et c'est dans le domaine justement de la défense. Et là, c'est assez extraordinaire, c'est comment les deux pays se sont rapprochés sur les questions de défense. Du temps de De Gaulle, c'était l'écart complet. Les Français disaient oui, Alliance Atlantique, c'est fantastique, c'est formidable. Mais à l'intérieur de l'Alliance Atlantique, même si on est fidèle aux Américains, faisons une défense européenne autonome. Que répondaient les Britanniques à ce moment-là? Tout ça n'est que littérature, il faut bien être français pour penser des choses comme ça. Il n'y a qu'un truc qui s'impose pour la défense européenne, c'est l'Amérique. Or l'Amérique, point de salut. À Saint-Malo, à Lancaster House, c'est pas le même discours. Les Français ont fait un peu de compromis en disant bon, peut-être retour dans l'OTAN par rapport à De Gaulle, et les Britanniques disent bon, pourquoi pas une défense européenne autonome. Donc voilà, et je dirais ce compromis depuis Saint-Malo, il dure, et de ce point de vue, je pense que sur les questions de défense, de sécurité et d'armement, l'entente cordiale a encore de beaux jours devant elle. C'est un héritage qui est peut-être plus vieux que l'entente cordiale. Je dirais, toute cette relation franco-britannique depuis Waterloo. Quoi, je veux dire. Depuis le fait que depuis Waterloo, il n'y a plus vraiment de casus belli entre les deux. Et la conscience qu'il ne peut pas y avoir, on peut se tromper, mais qu'il ne peut pas y avoir de guerre entre la France et la Grande-Bretagne. Bon, maintenant, on pourrait dire qu'il n'y aura plus de guerre non plus entre la France et l'Allemagne, etc. L'Europe a... Mais c'est une vieille idée, ça. Alors qu'entre la France et l'Allemagne, qui n'est plus de guerre, c'est pas une vieille idée, c'est une idée quand même nettement plus récente. Ce qui fait que ça donne une liberté complète à ces relations. C'est-à-dire aussi bien à des sauts de mauvaise humeur, des émotions négatives, parce qu'on sait qu'elles n'iront pas très loin, que des émotions d'enthousiasme et positives, si vous voulez. C'est un peu des cousins à configuration contraire dans une même famille, avec des valeurs partagées, des modes de vie différents, mais chacun apprécie le mode de vie de l'autre. Donc je dirais, dans toutes ces relations sociétales ambivalentes, contrastées, je crois que là, il y a une continuité qui fait que la relation, je disais tout à l'heure, la relation franco-britannique est peut-être, du point de vue de la France, et peut-être aussi du point de vue de la Grande-Bretagne, mais en tout cas du point de vue de la France, la relation la plus riche et la plus forte par rapport aux autres relations bilatérales, si on se place au niveau des sociétés.